Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. Merci infiniment de démarrer cette semaine avec nous. Nous sommes le lundi 30 novembre 2020, plus que quelques semaines avant la fin de l'année et justement c'est l'occasion des bonnes résolutions. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui, ne pas attendre la fin du mois prochain pour le faire. Et parmi ces résolutions, eh bien, gérer son stress. Je pense que nous sommes très nombreux à vouloir nous en occuper chaque début d'année et puis arrivé à la fin de l'année on se rend compte que finalement on s'en est pas vraiment occupé. Donc nous dans On se dit tout, on est là pour vous rappeler cette urgence, d'autant plus qu'avec la crise sanitaire, eh bien le sujet a encore plus d'actualité, encore plus son importance. On en parle ce soir avec vous, Amel Sebti. Bonsoir Amel, comment ça va? Bonsoir Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Lala. Alors vous êtes thérapeute holistique et avec vous, on va aborder cette histoire de stress, absolument. Alors dites-nous Amel, comment se fait-il que cette émotion, parce que le stress, on le ressent comme une émotion en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau des sensations. Comment cette émotion peut-elle impacter notre immunité? Oui. Alors déjà, effectivement, cette idée du stress et de l'impact du stress direct sur la santé, c'est tout ce qui justifie la pertinence de l'approche psychosomatique. La notion de psychosomatique, elle est née de cette histoire qu'il y a une cohérence, il y a une cohésion entre le corps et les émotions. Et effectivement, le premier impact qui se ressent avec le stress, ça va être sur l'immunité. Et en ce moment, c'est intéressant de le soulever. Je te remercie de le soulever. Avec plaisir. Alors justement, on voit beaucoup de personnes se ruer sur les vitamines, les compléments alimentaires, mais on oublie aussi que gérer son stress fait partie de la panoplie, si ce n'est l'un des éléments majeurs dont il faut s'occuper justement pour préserver son immunité. Alors on revient justement sur l'impact de ce ressenti qu'est le stress sur l'organisme de l'intérieur. Au départ, le stress, c'est quand même quelque chose de positif. Toutes les espèces vivantes sont soumises au stress et Dieu merci. Le stress, c'est une émotion positive, c'est une réaction en fait. C'est une réaction adaptative de l'organisme, c'est une réaction primaire, archaïque, innée, qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Le stress, c'est cette émotion qui nous permettait de fuir quand on était attaqué par l'ours dans la forêt. Et Dieu merci, ça marche puisque ça permet ces deux réactions fondamentales de survie qui sont fuir ou se battre. Mais le problème qui se pose, c'est que le stress est positif, le stress est bon, le stress est ce qui nous permet justement de générer toutes ces ressources-là. Quand c'est 1 ou 2 gros stress par jour, on est programmé pour 1 ou 2 gros stress par jour. Quand c'est une multitude de petits stress qui s'accumulent, c'est différent, l'organisme réagit différemment. Et quand c'est un stress continu, comme celui que nous vivons, justement, ce stress qui est environnant, ambiant avec nous à cause de cette pandémie? C'est ça, c'est exactement ça. Au départ, on ressent du stress. Le stress, c'est des hormones. Hein. L'amour, c'est un stress. La peur, c'est un stress. La colère, c'est un stress. C'est une émotion et cette émotion, elle s'exprime par une chimie dans notre corps. Il y a des choses qui sont sécrétées dans notre corps et qui disent « tu es stressé ». Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a une montée du stress qui va générer des vraies réactions physiques où tu vas avoir le cœur qui bat, tu vas avoir le souffle court, tu vas avoir un afflux de sang au visage, etc. Tu vas avoir tes sphincters qui vont se fermer, ta digestion qui va s'arrêter. C'est très bien puisque normalement, tout de suite après, tu as d'autres hormones qui vont venir donner une détente, faire que toute cette charge-là va baisser. Et donc, tu as 2 systèmes qui permettent de maintenir cet équilibre. En général, les stress, tu vois, tu as des stress qui sont de l'environnement, tu as des stress environnementaux, tu entends un grand bruit, tu as un problème, etc. Là, ce qui se passe, c'est que c'est des stress psychologiques. On est constamment assailli de l'extérieur, d'abord par toute l'info à laquelle on est exposé, mais tu es assailli aussi de pensée. La pensée est un stress, hein. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre la pensée et la réalité. Quand tu as entendu 10 fois parler de Covid, de mort, de pandémie, ton cerveau qui est, lui, programmé pour la répétition, il va te répéter ça en boucle.
et ton corps va réagir exactement comme si tu étais exposé. Ce qui se passe, c'est que évidemment toutes ces petites choses qui sont supposées réagir, comment répondre, cette réponse physiologique au stress, l'augmentation du rythme cardiaque, la respiration, tout ce que tu veux, l'arrêt du transit, quand ça dure peu de temps, ça va. Quand ça dure toute la journée, ben, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est ça. Et là, justement, ça dure depuis le mois de mars. Et comme vous l'avez dit, face au stress... Et là, ça dure. C'est ça, le corps réagit. Alors le corps réagit en produisant du cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui va impacter directement notre immunité. C'est ça, en fait, le lien entre le stress et l'immunité? Oui, alors l'immunité, on s'est rendu compte depuis longtemps que le facteur psychologique est important dans les maladies auto-immunes, par exemple, également dans comment on est exposé aux infections, etc. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont compris le lien scientifiquement. Il y a des récepteurs sur les cellules immunitaires, etc. Il y a un vrai lien qui a été prouvé scientifiquement entre le stress qui dure, pas le stress rapide, bref, utile, mais le stress qui dure, et l'immunité. Nos récepteurs, la chimie de l'immunité est perturbée par les hormones du stress. Il n'y a pas que le cortisol, il y a l'adrénaline, il y a la noradrénaline, il y a la dopamine, il y a j'en sais rien, il y a la testostérone, enfin il y a tout un cocktail d'hormones qui interviennent dans le stress et qui viennent perturber l'immunité. Alors il y a deux sortes d'immunité, il y a l'immunité immédiate, innée, et puis il y a l'immunité adaptative, et les deux qui fonctionnent différemment, et ben, les deux sont perturbés par les hormones du stress. Alors ça d'une part, mais en plus, le cercle vicieux, c'est que tu as toutes les dimensions qui sont touchées par le stress viennent elles aussi intervenir dans tout ce qui est notre immunité. C'est-à-dire que le stress, il a un fort impact sur notre deuxième cerveau, qui est le cerveau intestinal. Là, aujourd'hui, c'est plus à débattre. Tout le monde sait que nous avons un deuxième cerveau qui est très important, qui est le cerveau des émotions et qui se trouve au niveau de notre tube digestif, au niveau de nos intestins. Et comme par hasard, c'est le même qui est responsable dans l'immunité. Et donc, il y a un lien qui est clair entre le stress et l'immunité, mais doublement. Absolument. Alors, il y a, on va dire, des situations que l'on peut maîtriser, mais il y a des choses que l'on ne peut malheureusement pas maîtriser. Ce stress qui émane de cette peur environnante dans laquelle nous vivons, qu'on le veuille ou non, malheureusement, on n'a pas la main dessus, on subit tous, on est tous dans l'attente d'un traitement, dans l'attente du vaccin, etc. Mais il y a aussi d'autres stress du quotidien que nous avions avant même l'arrivée de cette pandémie, c'est stress professionnel, stress à domicile, etc. Alors, pour que les choses ne s'accumulent pas, alors comment on peut gérer ce stress, ces stress ou ces sources de stress, pour diminuer la charge au maximum et maximiser cette immunité? Ok. Alors, la science, elle a répondu à ça. Il y a 2-3 manières de gérer ce stress, de le gérer vraiment, de le manager et aussi de l'évacuer. Le stress, il s'exprime à 2 niveaux. Il s'exprime au niveau émotionnel, il s'exprime au niveau somatique, corporel. Au niveau émotionnel, déjà, il faut l'exprimer, le reconnaître. Donc, élever sa conscience de soi-même, élever son self-awareness, c'est-à-dire la conscience de ce que nous vivons, de ce que nous sommes en train de ressentir. Cette conscience de soi qui permet de faire la différence entre le stress réel, de source réelle, et le stress qui est simplement une construction de la pensée, une construction mentale, une construction du cerveau. Alors, comment on peut faire ça, Amel? Je me permets de vous interrompre parce que c'est un point qui est important. Bien vous sûr. Dites, c'est en quelque sorte prendre conscience de ses émotions, mais est-ce qu'on est tous outillés pour y arriver?
C'est un travail à faire, c'est un chemin, juste se poser la question sur ce que l'on ressent, apprendre à formuler, à reconnaître et à valider nos émotions, ne pas porter de jugement sur nos émotions est quelque chose qui nous permet de les gérer, de les regarder, de les confronter, de les traiter. Ne pas porter de jugement, pardon, ne pas porter de jugement sur nos émotions, mais aussi ne pas penser que toutes nos émotions eh bien, sont en quelque sorte notre empreinte, notre ADN ou notre empreinte digitale. On ne peut pas les changer. Parce que beaucoup de personnes vous diront, écoutez, moi, je m'énerve pour ça ou je stresse pour ça, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis fait. Il ne faut pas être dans l'absolu. Clairement, merci beaucoup, absolument. Il ne faut pas être dans l'absolu, mais surtout, dans l'imaginaire collectif, il y a une notion d'émotion négative. C'est normal qu'on n'aime pas ressentir le stress, qu'on n'aime pas ressentir la peur, qu'on n'aime pas ressentir la colère, qu'on n'aime pas ressentir cette confusion émotionnelle à laquelle le stress nous expose. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que des émotions négatives, ça n'existe pas. Il y a des émotions désagréables, certes, mais il n'y a pas d'émotions négatives. Toute émotion a un rôle à jouer et le niveau d'acceptation que nous aurons de cette émotion-là, eh ben, ça déterminera l'intensité et la durée de l'émotion. L'intensité et la durée de l'émotion seront plus courtes ou plus basses en fonction de à quel moment on les aura acceptées comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire un messager de notre état interne. Les émotions, elles sont là pour nous renseigner sur notre état interne, elles sont utiles, elles sont hygiéniques, elles sont écologiques pour nous, elles sont nécessaires et les reconnaître et les accepter est le premier pas pour pouvoir les gérer. Donc ça, comme vous l'avez dit, c'est le premier pas. On continue dans la gestion. On continue. Alors, les formuler, les reconnaître est une chose. Il y a une deuxième dimension. Donc, la première dimension, c'est la dimension émotionnelle, la conscience de ses émotions, prendre conscience, etc. S'auto-évaluer, apprendre à s'auto-évaluer, apprendre aux enfants aussi à ressentir. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est passer par tout ce qui est somatique, tout ce qui est par le corps. Vous savez, quand on est sous stress, quand on est programmé par la nature quand nous subissons un stress intense, que ce soit un stress réel qui est dû à une raison réelle, un facteur externe auquel nous sommes confrontés, ou un stress psychologique, un stress interne ou interprétation, etc. Il y a une partie de nous n'avons plus accès, c'est une réaction reptilienne, donc nous n'avons plus accès à notre néocortex, à la partie qui raisonne, à la partie qui réfléchit, à la partie qui prend des décisions. Nous sommes complètement déconnectés, nous sommes complètement connectés à notre cerveau reptilien et déconnectés de notre néocortex, de notre cerveau supérieur. Donc, le fait de venir par le corps, passer par le soma, passer dans l'instant présent, donc par des techniques de respiration, d'ancrage, des techniques de relaxation, de sophrologie, par la méditation, en tout cas l'ancrage dans le moment présent, permet de revenir à la partie du cerveau qui est capable justement, de prendre des décisions ou de gérer le stress. Alors, on va revenir sur ce point, si vous permettez, l'ancrage dans le moment présent. Pour la spécialiste que vous êtes ou pour les personnes, on va dire, qui sont familiers avec le monde de la thérapie, ça parle, mais pour bon nombre d'entre nous, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de façon peut-être plus simple, comment nos téléspectateurs peuvent nous suivre ce soir par rapport à ça? Très bien. Alors, quand on a peur, et le stress n'est rien d'autre qu'une peur démesurée, une peur réelle, quand on a des vraies raisons d'avoir peur, il y a une proportion de peur réelle, mais le stress, tel que nous en parlons ce soir, c'est une version démesurée, donc c'est la peur de la peur. Eh bien, quand on a peur, notre cerveau est dans l'anticipation. Il est d'abord dans la remémoration de tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous a fait peur jusque-là. Notre cerveau, vous savez, notre cerveau, c'est un bioordinateur. C'est un ordinateur, mais biologique. Il est fait pour se rappeler de toutes les erreurs, de tous les échecs, de toutes les choses qui lui ont fait peur.
il s'en souvient. Il est capable à tout moment de les régénérer quand il est confronté à sa peur, d'une part. D'autre part, il est dans l'anticipation. Quand je suis stressée, que dans mon corps, je suis stressée, parce que le stress, je le ressens dans mon corps, c'est physique. Le changement de ma respiration, de mon rythme cardiaque, tout ça, c'est physique. Eh bien, quand je reviens à mon corps, je porte mon attention sur mon corps, je respire en conscience. Il y a différentes techniques, je ne sais pas si c'est utile de les détailler maintenant, tu me diras. Bien sûr, allez-y. Voilà. Donc, toutes les techniques de respiration, de méditation, de pleine conscience, de méditation du cœur, également de cohérence cardiaque, qui sont des techniques de respiration associées à la visualisation, et de techniques simplement de prise de conscience de soi dans la réalité de cet instant-là. Accepter de laisser se dérouler les pensées autour de soi et venir porter sa conscience sur son cœur. Le souffle, c'est la chose la plus naturelle, la plus simple, la plus élémentaire que nous faisons, c'est notre souffle. Eh bien, porter quelques minutes sur notre souffle, souvent, pas toujours, clairement, mais souvent, ça suffit à ramener son attention sur soi et à ramener donc cette partie du corps, de notre cerveau qui est capable de s'apaiser, de trouver du sens à ce qui est en train de se faire, de trouver des solutions, d'analyser ce qui est en train de se passer et de comprendre donc que nous sommes en sécurité, par exemple. Voilà, l'importance de respirer, en fait, revenir aux choses élémentaires pour gérer ce stress. Donc, en fait, petit rappel à nos téléspectateurs, l'automédication est dangereuse pour la santé, bien sûr, et puis se ruer sur les vitamines, etc., et oublier son immunité et oublier de gérer son stress, pardon, pour booster son immunité, ça ne sert à rien, finalement. Comme on dit, c'est complément, c'est holistique, en fait. Il faut que ce soit une démarche holistique. D'où votre spécialité. Absolument. 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 Aujourd'hui, il y a un consensus planétaire sur particulièrement cette maladie-là, cette pandémie. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'approche doit être holistique. Le corps est intelligent et c'est dans notre globalité que nous arriverons à lutter contre ce qui est en train de se passer. C'est ça. Alors, Amel, vous avez cité pas mal de techniques que l'on peut trouver aussi sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, justement, à suivre une séance de méditation sur YouTube ou une séance de respiration? Est-ce qu'il n'y a pas de faux pas, de choses... est-ce qu'il ne faut pas être vigilant à certaines vidéos? Alors évidemment, il n'y a aucun moyen de contrôler ce qui se passe et ce à quoi on peut avoir accès. Les sources sont illimitées, elles sont gratuites, c'est des millions et des millions de vidéos. Personnellement, je suis optimiste dans mon approche et je dis il vaut mieux aller vers une vidéo qui est mal faite que pas essayer. Du tout, carrément. Donc voilà, il vaut mieux aller vers quelque chose qui n'est pas forcément bien pensé que ne pas faire du tout. Donc l'idée, c'est d'aller dans la neutralité, c'est-à-dire que c'est peut-être plus simple d'aller vers un livre que vers une vidéo, mais si on doit aller dans une vidéo, aller vers la chose la plus neutre possible. Okay. Apprendre à respirer, vous avez des tas de vidéos qui vous apprennent à respirer sans qu'il y ait de voix par exemple, ou de théorie derrière, ou de thèse derrière, mais simplement, comme en cohérence cardiaque par exemple, des espèces de métronomes respiratoires qui vont vous aider à gérer votre respiration, mais sans acheter forcément une idéologie en même temps. C'est ça, absolument. Et ça, c'est un bon, on va dire, un bon petit conseil à emporter avec soi. Les vidéos sans explication, sans théorie, etc., au moins ça c'est ça. Merci infiniment Amel Sebti, vous êtes thérapeute holistique. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. On s'est détendu avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je souhaite également une merveilleuse semaine, début de semaine à tous les téléspectateurs, je vais y arriver, et à toute l'équipe en régie. Ce soir, rediffusion à 22h30 et puis demain, 15h30, Blamiad sur Média. Et on parlera de prendre du temps pour soi, nous les femmes. Est-ce qu'on en a vraiment le temps? Eh bien, c'est notre sujet de demain soir. Au revoir.